Le petit pavillon de quartier à Rennes était un sanctuaire de silence. Chaque meuble ancien, chaque cadre photo sur étagère, racontait l'histoire d'un amour révolu, celui de Elias et d'Hélène. Mais depuis quelques mois, la joie, était évaporée, laissant place à une mélancolie lourde qui imprégnait les murs. La lumière matinale, qui filtrait à travers les rideaux tirés, semblait froide et dépourvue de vie, peinant à chasser les ombres qui dansaient dans les coins de la pièce. Dehors, le marché battait son plein. Une explosion de couleurs, de sons et de rires qui contrastaient violemment avec le monde intérieur de Elias. Était un univers vibrant, auquel il n'appartenait plus. Un rappel cruel que la vie continuait son cours, indifférente à son chagrin. Son foyer, autrefois un cocon de bonheur partagé, n'était plus qu'un mausolée où ses souvenirs et sa solitude cohabitaient péniblement. Elias se déplaçait avec la lenteur d'un homme qui a perdu sa raison d'avancer. Ses épaules, voûtées non seulement par ses 75 ans, mais surtout par le poids du deuil, trahissaient une fatigue bien plus profonde que celle du corps. Ses vêtements, bien que propres, étaient usés, délavés par le temps, tout comme les traits de son visage. Ses yeux, autrefois pétillants de malice lorsqu'il regardait Hélène, étaient désormais ternes, fixés sur un horizon invisible que lui seul pouvait percevoir. Il marchait dans les allées de la supérette comme un automate, sa main effleurant les produits sans conviction, accomplissant les gestes du quotidien par pure inertie. Le brouhaha des conversations, le bip des caisses enregistreuses, les annonces au micro formaient une symphonie de la vie ordinaire, dont il était devenu un spectateur fantomatique, physiquement présent mais émotionnellement absent. Immobile devant le rayon des conserves, son regard se perdit dans le vague. Une image d'Hélène, riant aux éclats parce qu'il avait confondu les petits pois avec les flageolets, lui revint en mémoire avec une clarté douloureuse. C'est à cet instant précis qu'un caddie s'arrêta à sa hauteur. À l'intérieur, assise comme une petite reine sur un trône improvisé, se trouvait une fillette d'environ 5 ans. Elle portait une robe d'un jaune éclatant, une tache de soleil dans la grisaille de son univers. Ses immenses yeux couleur miel le fixèrent, non pas avec la curiosité intrusive des adultes, mais avec une sorte de reconnaissance silencieuse, une empathie pure qui semblait sonder son âme. Le temps parut se suspendre pendant quelques secondes. Un silence s'installant entre le vieil homme et l'enfant, avant que sa petite voix claire ne brise l'enchantement. « Monsieur, pourquoi ton cœur est tout triste ?» La question, si simple et si directe, frappa Elias avec la force d'un coup de poing. Personne, pas même lui, n'avait osé nommer sa peine avec une vérité aussi désarmante. Anne, la mère de la fillette, sentit une vague de gêne la submerger et s'apprêta à intervenir, à formuler des excuses pour l'indiscrétion de son enfant. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, la petite Clara se hissa dans le caddie, ses petites jambes cherchant un appui précaire. Elle tendit ses bras potelés vers Elias, son visage empreint d'une sincérité bouleversante, et lui fit l'offre la plus inattendue qui soit. « Tu veux un câlin ?» demanda-t-elle avec une gravité d'adulte. « Je crois que tu en as besoin. » Le monde Elias, si hermétiquement scellé par la douleur, se fissura sous l'impact de ces quelques mots, laissant entrevoir une lumière qu'il croyait éteinte à jamais. Elias se pencha, ses articulations protestant doucement, et accepta l'étreinte. Le contact fut d'abord maladroit, l'étreinte d'un homme qui avait oublié comment tenir autre chose que le vide. Mais la chaleur de ce petit corps contre le sien, la confiance absolue dans son geste, provoquèrent un séisme intérieur. C'était un choc de vie pure, une étincelle dans le gel de son âme. Des larmes, qu'il croyait taries depuis longtemps, montèrent à ses yeux et roulèrent silencieusement sur ses joues burinées. Anne, la mère, observait la scène, la gorge nouée, témoin d'un miracle minuscule et pourtant immense dans l'allée d'une supérette. Quand Clara se recula, elle garda sa petite main sur le bras d'Elias et murmura « Tu vois, ça va mieux. » Pour la première fois depuis des mois, Elias ne vit pas seulement la lumière, il la ressentit. Touché,
Anne lui proposa de se retrouver au parc du quartier, et il accepta, un premier pas délibéré hors de son mausolée personnel. Le jour du rendez-vous, Elias faillit ne pas y aller. La peur, cette vieille compagne, lui murmurait que était une erreur, une porte ouverte vers une nouvelle souffrance. Il se tenait devant le miroir, son reflet lui renvoyant l'image d'un homme usé, indigne de la joie innocente d'un enfant. Pourtant, le souvenir de cette petite main chaude dans la sienne était plus fort que ses doutes. Il enfila son vieux manteau et marcha lentement vers le parc des tanneurs. Le son des rires d'enfants, le cri des oiseaux, le bruissement des feuilles d'automne formaient une symphonie à laquelle il était resté sourd pendant des mois. Il aperçut la petite silhouette jaune de Clara près du bac à sable et sentit son cœur. Cette vieille machine rouillée, avoir un soubresaut. Anne lui fit un signe de la main, un sourire bienveillant qui apaisa une partie de la tempête qui faisait rage en lui. Leur rencontre fut simple, presque banale, mais pour Elias, elle était extraordinaire. Clara, sans la moindre gêne, lui prit la main et l'entraîna vers les balançoires, lui demandant de la pousser très, très haut, jusqu'aux nuages. Il s'exécuta. Le mouvement de va-et-vient, rythmant une conversation décousue et merveilleuse. Elle lui posait des questions sur tout et sur rien, avec la curiosité insatiable de ses 5 ans. Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles? Est-ce que les vers de terre ont des papas et des mamans? Elias, pour la première fois, ne répondait pas par automatisme. Il cherchait les mots, retrouvant des bribes de son savoir d'autrefois, des histoires qu'il racontait à Hélène en jardinant. Il lui parla des chênes et des érables, et en voyant les yeux de Clara s'illuminer, il sentit une fissure élargir dans la carapace de son chagrin. Ce soir-là, en rentrant dans sa maison silencieuse, le contraste fut brutal. La joie éphémère du parc était dissipée, laissant un vide encore plus palpable. Assis dans son fauteuil, il fixa la photo d'Hélène sur la cheminée, son sourire figé dans le temps. Une vague de culpabilité le submergea. Avait-il le droit de rire alors qu'Hélène n'était plus là? S'autoriser ce moment de bonheur était-ce une trahison envers leurs 50 années de vie commune? Chaque souvenir heureux de l'après-midi se transformait en une petite lame qui venait piquer sa conscience. Il avait l'impression de tromper sa mémoire, de remplacer un amour irremplaçable par l'affection d'une enfant qu'il connaissait à peine. La solitude lui parut soudain plus lourde, non plus seulement teintée de tristesse, mais aussi de honte. Il se demanda s'il ne valait pas mieux retourner à son apathie protectrice. Les rencontres au parc devinrent une routine fragile, un rituel que son cœur attendait avec un mélange d'impatience et d'angoisse. Mais le monde extérieur n'est jamais loin. Une voisine, Madame Dubois, le croisa un jour, alors qu'il achetait une brioche pour le goûter de Clara. Elle le salua, mais son regard s'attarda, suspicieux, et un murmure flotta dans son sillage. Quelques jours plus tard, il surprit 2 femmes qui chuchotaient en le regardant passer avec la fillette. Leurs mines pincées en disaient long sur leurs pensées. Le jugement silencieux de la communauté commençait à s'installer, transformant cette relation pure en quelque chose de suspect. Elias sentit le poids de leurs regards comme une brûlure. Il n'était plus seulement un veuf éploré, mais un vieil homme seul dont l'amitié pour une enfant était jugée inhabituelle, voire malsaine. C'est fou comme un geste pur peut être tordu par le regard des autres. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, songez à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à les raconter. La méfiance s'infiltra même au sein de la famille de Clara. Un soir, Anne l'appela, sa voix empreinte d'une certaine gêne. Elle lui expliqua que son mari, Marc, était inquiet. Il ne comprenait pas bien cette amitié soudaine. Ce haine était rien de personnel, assura-t-elle, juste de la prudence de père. Mais pour Elias, chaque mot fut un coup de poignard. Il comprenait la réaction de Marc, bien sûr, mais cela ne rendait pas la douleur moins vive. Il se sentait à nouveau scruté, évalué, ses intentions remises en question. Une barrière invisible venait de se dresser entre lui et ce petit soleil qui avait illuminé son existence. Il devrait désormais faire ses preuves, prouver que son affection était désintéressée, que son cœur brisé n'avait rien de menaçant.
La spontanéité de leur lien était menacée, remplacée par une prudence qui empoisonnait tout. Malgré tout, l'affection entre Elias et Clara continuait de grandir, tissant des liens plus forts que les murmures et les doutes. Un après-midi pluvieux, ils se réfugièrent sous le préau du parc. Pour passer le temps, Elias lui apprit à faire des ricochets avec des petits cailloux plats dans les flaques d'eau. Il lui montra le geste du poignet, la bonne inclinaison, un savoir simple transmis par son propre père des décennies plus tôt. Clara, après plusieurs essais infructueux, réussit enfin à faire bondir une pierre 3 fois. Son cri de joie résonna sous l'abri, un son si pur qu'il balaya toutes les ombres dans l'esprit de Elias. À cet instant, Hélène était plus le vieil homme jugé par le voisinage ou le mari endeuillé. Il était simplement Papy Elias, le grand-père de cœur d'une petite fille qui venait de découvrir la magie d'un caillou dansant sur l'eau. Mais cette joie nouvelle était à double tranchant. Plus il s'attachait à Clara, plus la peur d'une nouvelle perte le paralysait. Chaque rire partagé, chaque main tenue, était un pas de plus vers un précipice émotionnel. Et si la famille déménageait? Et si Marc, le père, finissait par interdire leur rencontre? Et s'il arrivait quelque chose à cette enfant pleine de vie? Ses pensées tournaient en boucle dans sa tête, le maintenant éveillé la nuit. Il se surprenait à anticiper la douleur de leur séparation, une douleur qui, il en était certain, le détruirait définitivement. S'ouvrir à nouveau à l'amour, était s'exposer à la souffrance la plus atroce qui soit. Son instinct de survie lui hurlait de fuir, de couper les ponts avant qu'il ne soit trop tard, de retourner à la sécurité anesthésiante de sa solitude. Il faut un courage immense pour oser aimer à nouveau quand on a tout perdu. C'est pour partager ce genre de courage que nous existons, et chaque nouvel abonné nous aide à le faire. Pourtant, ils ne pouvaient s'y résoudre. Leur rendez-vous était devenu l'encre de ces semaines. Ils avaient leurs petites habitudes. Il lui apportait toujours un petit pain au chocolat de la boulangerie du coin, et elle lui offrait un dessin, souvent un portrait de lui, avec un immense sourire et un soleil au-dessus de sa tête. Il passait des heures à observer les fourmis, à construire des cabanes avec des branches mortes, ou simplement à s'asseoir sur un banc, regardant les gens passer. Elias lui racontait des bribes de sa vie, des anecdotes sur son travail à la SNCF, sur les voyages qu'il avait faits avec Hélène. Il ne parlait pas d'elle avec tristesse, mais avec une tendresse qui donnait vie à ses souvenirs. Il lui montrait les photos de son portefeuille, expliquant qui était cette belle femme souriante à ses côtés. Un jour, alors qu'il nourrissait les canards au bord de l'étang, Clara posa sa tête sur son bras. « Hélène, elle était gentille ?» demanda-t-elle doucement. Elias sentit sa gorge se serrer, mais il répondit sans hésiter. « C'est était la plus gentille de toutes les personnes que j'ai connues. Elle aimait les fleurs, surtout les pivoines, et elle avait un rire qui pouvait chasser tous les nuages. » Il lui raconta comment ils s'étaient rencontrés lors d'un bal de village, et comment il avait su, dès le premier regard, qu'elle serait la femme de sa vie. En parlant d'Hélène à Clara, il réalisait qu'il ne la trahissait pas. Au contraire, il partageait son héritage d'amour. Il faisait en sorte que sa mémoire continue de vivre et de rayonner à travers cette nouvelle affection. Il ne remplaçait pas un amour, il lui permettait de se transformer. Leur bulle de complicité fut brutalement percée une fin d'après-midi. Un homme grand et à l'allure sévère s'approcha de leur banc. Était Marc, le père de Clara. Hélène éleva pas la voix, mais son ton était froid, dénué de toute chaleur. Il salua à peine Elias et s'adressa directement à sa fille, lui disant qu'il était temps de rentrer. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Elias se sentit comme un accusé devant son juge. Marc lui lança un regard qui mélangeait méfiance et protection paternelle. « Anne m'a beaucoup parlé de vous, dit-il, chaque mot pesé. Je voulais juste me faire ma propre idée. » La phrase flottait dans l'air, lourde de sous-entendus. Elias se sentit soudain petit, vulnérable, comme si sa vie entière était passée au crible. Sur le chemin du retour, le poids du monde semblait s'être de nouveau abattu sur les épaules de Elias.
La rencontre avec Marc avait confirmé toutes ses craintes. Il n'était qu'un intrus, une anomalie dans la vie de cette famille. La joie qu'il avait ressentie ces dernières semaines lui semblait maintenant une illusion, un bonheur fragile, construit sur du sable. Chaque pas qui le ramenait vers sa maison vide était plus lourd que le précédent. Il revoyait le regard dur du père, la confusion dans les yeux de Clara qu'on emmenait précipitamment. Il avait eu tort de croire qu'il pouvait y avoir une place pour lui. La vie lui envoyait un signal clair. Sa parenthèse de lumière était terminée. Il était destiné à finir ses jours seul, avec pour seule compagnie les fantômes de son passé. La porte de son pavillon se referma derrière lui dans un claquement qui sonnait comme une condamnation. Les jours qui suivirent furent un retour à une obscurité plus profonde encore. Elias ne sortait plus, sauf pour le strict nécessaire, se déplaçant comme une ombre aux premières lueurs de l'aube pour éviter les regards. Chaque coin de sa maison lui rappelait non seulement Hélène, mais aussi le rire de Clara, un écho cruel qui rendait le silence encore plus assourdissant. Il avait eu un aperçu du soleil et on le lui avait arraché, lui laissant une brûlure plus douloureuse que le froid initial. La culpabilité était muée en une résignation amère. Il avait eu tort de croire qu'il méritait une seconde chance de bonheur. Le monde avait ses règles, et un vieil homme seul n'avait pas sa place dans la vie d'une enfant. Il se laissa sombrer, acceptant son sort comme une punition inévitable, le cœur lourd d'un chagrin double. Pendant ce temps, dans la maison de Clara, une autre forme de silence était installée. La petite fille, habituellement si volubile et enjouée, était devenue apathique. Elle ne dessinait plus, repoussait ses jouets et picorait à peine dans son assiette. Aux questions de ses parents, elle répondait par un haussement d'épaules, ses grands yeux couleur miel voilés de tristesse. Anne la voyait éteindre à petit feu, son corps frêle, manifestant une peine que son esprit d'enfant ne savait pas encore formuler. Elle essaya de parler à Marc, mais il restait campé sur ses positions, persuadé d'avoir agi pour le bien de sa fille. Mais en voyant les cernes sous les yeux de Clara et en l'entendant murmurer le nom de Papy Elias dans son sommeil, Anne sentit une certitude s'imposer. La prudence de son mari était en train de briser le cœur de leur enfant. Une semaine plus tard, Anne prit une décision. Elle n'attendit pas l'approbation de Marc. Elle prit la main de sa fille et la conduisit à travers les rues du quartier jusqu'au petit pavillon d'Elias. La sonnette retentit dans la maison silencieuse, un son strident et incongru. Il fallut un long moment avant que la porte ne s'entr'ouvre sur un Elias encore plus voûté, le visage creusé. En les voyant, la panique se peignit dans ses yeux. Mais avant qu'il ne puisse refermer la porte, Clara se faufila dans l'entrebâillement. Ses yeux étaient remplis de larmes, sa petite lèvre inférieure tremblait. D'une voix brisée qui déchira le cœur du vieil homme, elle murmura « Papy Elias, tu me manques. Papa ne comprend pas que tu réparais juste ton cœur. » Cette phrase, d'une sagesse enfantine et désarmante, fit voler en éclats la dernière de ses défenses. Les larmes qu'il retenait depuis des jours coulèrent sans qu'il ne cherche à les cacher. Il s'accroupit péniblement, se mettant à la hauteur de la fillette. Sa propre voix était un murmure rauque, chargé d'une émotion brute. « J'ai eu peur, ma petite Clara. J'ai eu si peur. » Il regarda Anne, son regard implorant le pardon. « Aimer Hélène était la seule chose que je savais faire. Quand elle est partie, j'ai cru que mon cœur était arrêté avec le sien. Et puis tu es arrivé, avec tes rires et tes questions. Tu l'as fait battre à nouveau, si fort que ça m'a terrifié. J'ai cru que si je t'aimais, je la trahirais, et que si je te perdais, je n'y survivrais pas. Il faut un courage immense pour oser aimer à nouveau quand on a tout perdu. C'est pour partager ce genre de courage que nous existons. Et chaque nouvel abonné nous aide à le faire. » Il tendit les bras et serra Clara contre lui, une étreinte qui n'avait plus rien de maladroit. Était une étreinte de survie, de reconnaissance, d'amour pur. Il enfouit son visage dans les cheveux de l'enfant et respira son parfum de vie. En se relevant, il garda la main de Clara dans la sienne et regarda Anne avec des yeux enfin apaisés. « Elle ne fait pas que réparer mon cœur.
dit-il avec une clarté nouvelle. Elle lui réapprend à battre. C'est à cet instant qu'une silhouette apparut dans leur dos. C était Marc. Il avait suivi sa femme, le doute rongeant ses certitudes. Il avait tout entendu. Sur son visage, il n'y avait plus de méfiance, seulement le regret et la compréhension. Il s'avança et posa une main sur les épaules d'Elias. « Pardonnez-moi, dit-il simplement. Sur le pas de cette petite porte, une famille venait de se redéfinir. Le pardon de Marc ne fut pas qu'un simple mot prononcé sur le seuil. Ce fut une porte qui s'ouvrit, non seulement celle du petit pavillon, mais celle de leur vie. Ce soir-là, pour la première fois depuis une éternité, la maison d'Elias ne fut pas un mausolée. Elle résonna des rires de Clara qui découvrait les trésors d'une vie passée, des vieilles boîtes à musique, des albums photos que son grand-père de cœur lui commentait avec une tendresse retrouvée. Anne prépara un thé et les trois adultes s'assirent dans la cuisine, observant la fillette jouer. Le silence entre les deux hommes n'était plus chargé de méfiance, mais d'une compréhension mutuelle et respectueuse. Elias N. était plus un étranger suspect. Il était devenu une évidence, un membre de la famille que le destin, sous les traits d'une enfant de 5 ans, avait simplement tardé à leur présenter. Le rythme de ses jours changea du tout au tout. Elias avait désormais un but qui le tirait du lit chaque matin. 2 fois par semaine, il allait chercher Clara à l'école maternelle, un rituel sacré qui illuminait ses après-midi. Le petit jardin, autrefois laissé à l'abandon comme un miroir de son âme, reprit vie. Ensemble, ils plantèrent des graines, arrachèrent les mauvaises herbes, et Elias lui apprit le nom des fleurs, lui racontant que les pivoines étaient les préférées d'Hélène. Il ne parlait plus d'elle avec la douleur de l'absence, mais avec la joie du partage. Il transmettait un héritage. Il n'était plus seulement le gardien des souvenirs, il en était devenu le conteur, assurant que l'amour qu'il avait partagé avec sa femme continue de fleurir et de parfumer le présent d'une petite fille aux yeux couleur de miel. Cette transformation ne passa pas inaperçue dans le quartier. Les mêmes voisins qui chuchotaient sur son passage le voyaient maintenant avec un respect nouveau. Animé par une énergie qu'il se croyait incapable de retrouver, Elias eut une idée. Il se rendit à l'école de Clara et proposa un projet simple à la directrice, les grands-parents conteurs. L'initiative visait à mettre en relation des personnes âgées, isolées du quartier, avec les enfants de la maternelle pour des sessions de lecture hebdomadaires. Il expliqua, avec une assurance tranquille, que chaque cœur solitaire portait en lui des histoires qui ne demandaient qu'à être écoutées, et que chaque enfant avait besoin de racines pour bien grandir. Son projet fut accueilli avec un enthousiasme qui le surprit lui-même. Le veuf effacé était devenu un bâtisseur de ponts entre les générations, sa propre guérison devenant une source d'inspiration pour la communauté. Des mois plus tard, assis sur son banc favori dans le parc des tanneurs, Elias regardait Clara pousser un autre enfant sur la balançoire. Il n'était plus hanté par la peur de la perte, car il avait compris une vérité fondamentale. L'amour ne disparaissait pas, il se transformait. L'affection qu'il portait à Clara n'avait pas remplacé celle qu'il avait pour Hélène. Elle l'avait prolongée, lui donnant une nouvelle forme, une nouvelle raison d'être. Son cœur n'avait pas été simplement réparé, il avait été agrandi, capable de contenir à la fois le deuil et la joie, le passé et le futur. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que la lumière peut naître de l'obscurité la plus profonde. C'est pour continuer à partager cette étincelle d'humanité que votre soutien, par un simple abonnement, est si essentiel.